La maison aux 52 portes de Évelyne Brézou-Pellène, lecture du chapitre 14 à la page 120. Mon père venait de finir la lecture à haute voix du carnet de son grand-père. Ça s'arrêtait en 1915. Ensuite, d'après papa, le jeune soldat était trop dégoûté de la guerre. Il ne voulait plus parler de ce qu'il voyait, de sa vie, des tranchées, du froid et de la pluie, des têtes arrachées et des bras gisant dans la boue, de l'horreur. Sans s'en apercevoir, on avait laissé tomber la nuit sur la maison. La pendule du hall sonna 10 coups. Je sursautai. « Il est déjà 10 heures !» Papa consulta sa montre. « Tu as raison, dit-il, 10 heures !» Et je vis qu'il n'avait pas entendu la pendule, et qu'il croyait certainement que j'avais regardé ma montre. « Il fait sombre, remarqua maman. On ne va rien y voir dans les chambres. » Papa déclara alors. « Il y a une lampe à pétrole dans la cuisine, avec une bonne réserve de combustible. Maëlys pourrait la prendre. » Je tressaillis. « Non, non, dis-je très vite. Je connais le chemin par cœur. » Je ne voulais pas de cette lampe. Je n'en voulais pas. Elle me faisait peur. Je gagnai le fauteuil de ma chambre à tâtons. Je me refusais à m'allonger dans mon lit. Je savais qu'il ne me laisserait pas en paix. Céleste était là, quelque part, esprit flottant dans le néant. Depuis que je savais que je n'étais pas sa réincarnation, j'étais soulagée. D'actrice, je devenais spectatrice, et cela me parut sur le moment plus confortable. J'avais froid. J'enfilai ma robe de chambre et m'assis près de la fenêtre. Il me semblait que souvent, Céleste avait dû s'asseoir là. Je posai mes mains bien à plat sur les accoudoirs. Albert m'avait envoyé ici pour que je puisse parler avec sa sœur. Pour quelle raison? C'est ce que j'allais savoir. J'étais médium ou quelque chose de ce genre. J'ignorais comment cela fonctionnait, mais je voyais des scènes, j'entendais des mots, et je pensais qu'avec un peu de concentration, je pouvais agir sur ce don. En fait, je voulais arriver à prendre contact avec Céleste mieux que par ces flashs angoissants que je n'arrivais pas à maîtriser. Je fermai les yeux et j'attendis. Je songeais à Céleste, telle que je l'avais vue sur la photo. Elle était assise à une table. Je me rendis soudain compte que ce n'était plus la photo que j'avais devant les yeux. Dans la main droite, Céleste tenait un porte-plume au-dessus d'une feuille de papier à lettres. Elle n'écrivait pas. Elle pleurait. Un pâle halo éclairait la feuille. Le halo d'une lampe à pétrole. Oui, c'était exactement celle que je n'avais pas voulu prendre. Derrière elle se tenait un homme, raide, l'œil sévère. « Je vous en supplie, père, dit alors Céleste entre ses sanglots, ne m'obligez pas. » Pour toute réponse, l'arrière-grand-père Edmond, je le reconnaissais fort bien, tendit son doigt vers la feuille. « Je ne veux pas écrire, » insista Céleste avec désespoir. Avant que je ne puisse réaliser ce qui se passait, Edmond assena à sa fille une gifle magistrale qui l'envoya rouler sur le plancher. Le visage sombre et furieux, il se pencha alors pour la relever brutalement et l'obliger à se rasseoir. « Écris !» ordonna-t-il d'un ton ulcéré. « Écris ! 15 septembre 1916 !» Céleste reprit lentement son porte-plume et, toujours pleurant, elle traça les mots dictés par son père. « Joseph, je crois que tout ce qui s'est passé entre nous était une erreur. Je me rends compte maintenant que je ne désire pas passer ma vie avec toi et que je ne t'épouserai pas. Tu auras peut-être un peu de peine de l'apprendre, mais tu te consoleras vite et, plus tard, tu me remercieras. Céleste. » Le père se saisit aussitôt de la lettre et la relut silencieusement. Puis il la plia en 3 et la reposa. « Écris l'adresse. »
Quand la plume s'arrêta de crisser sur le papier, le père ôta le verre de la lampe pour faire fondre à la flamme un bâtonnet de cire. Il déposa un peu de matière fondue sur la lettre pour la fermer, et, saisissant la main de Céleste, appliqua de force sa bague sur la cire encore chaude. La bague, je ne la voyais pas, et pourtant je savais qu'elle portait un sceau représentant un cheval cabré. La terreur me serrait le cœur, comme elle devait serrer celui de Céleste. J'éprouvais ce qu'elle devait éprouver, mais je me trouvais ailleurs, et je ne pouvais tenter le moindre geste. Edmond sortit de la chambre, et tout s'effaça devant mes yeux. Il ne restait plus qu'une table encrassée dans un coin, et une chaise recouverte d'une tapisserie râpée. Un moment, j'essayai par la force de mon esprit de rattraper les personnages pour savoir ce qui s'était passé ensuite. Malheureusement, ils avaient bel et bien disparu. J'étais dans un état de douleur indescriptible. Je ne pouvais pas me résoudre à regagner mon lit. Je finis par tirer une couverture de la literie, je m'enroulai dedans et m'allongeai sur la carpette usée. Quand je me réveillai, il faisait encore nuit, mais je me sentais mieux, comme si j'avais pris une décision. Je me rendis compte que la fenêtre venait de s'ouvrir en grand. C'est sans doute ce qui m'avait tiré du sommeil. Dehors, il brunait. Je crus sur le coup que je me trouvais dans le monde de Maëlys et que le temps s'améliorait un peu. Je me levai pour refermer le battant le plus vite possible lorsque j'aperçus des lueurs dehors. À la lumière d'une lanterne qui semblait se promener dans la cour, je devinai la haie, une haie bien taillée. Je me penchai. Au-dessous de moi, il y avait un jeune homme, le palefrenier. Je le reconnaissais, je l'avais déjà vu avec le cheval noir. C'était lui qui tenait la lanterne. Il disait « Je le ferai. Je vous assure, mademoiselle Céleste, je le ferai. Non, je ne veux pas de votre argent, gardez-le, vous pourrez en avoir besoin. Comment allez-vous vous y prendre? Ne vous tracassez pas. Aux premières lueurs du jour, j'enfourche le vieux cheval et je suis les instructions de votre père. Je ne vais pas poster la lettre au village, mais à la ville, pour qu'elle parte plus vite. La ville, c'est grand, et des montagnes de lettres transitent par sa poste. Personne ne saura dire si la vôtre était ou non au courrier en partance. Ne vous faites aucun souci. Je vous en prie, Adrien, brûlez-la soigneusement et qu'il n'en reste rien, et que mon père ne puisse jamais savoir. Il ne saura rien, affirma le jeune homme. Je refermai la fenêtre. Tout avait de nouveau disparu. J'étais soulagé, avec tout de même un soupçon d'angoisse persistante au fond de mon cœur, et qui y resterait sans doute jusqu'au retour du palefrenier. La lettre que Céleste avait écrite sous la pression de son père ne parviendrait pas à Joseph. Je m'assis dans le fauteuil et m'endormis. La lumière du jour finit par me tirer du sommeil. J'avais toujours cette même inquiétude qui me taraudait le cœur. Pourvu que le palefrenier... Je sortis de ma torpeur. Oui, le palefrenier avait détruit la lettre, mais finalement, Edmond avait quand même gagné puisque Joseph était mort. Je ne me sentais pas bien. Pas bien. J'avais de la peine à respirer. Il me manquait quelque chose. J'étais certaine que cette histoire n'était pas finie. Toutefois, le jour était venu, et le jour n'appartenait pas aux esprits errants. Je descendis péniblement l'escalier. Quelqu'un venait des cuisines avec une théière bouillante. C'était mon père. Quelqu'un était assis à table et beurrait des tartines. C'était ma mère. L'un et l'autre m'apparaissaient comme de